Salut Margot. Salut Mandrin, ça va? Ça va et toi? Nickel. Attends, j'essaie de bien mettre la caméra. Ouais, cadre. Ça va là? Ouais, ça va. Je me suis pas mise dehors parce qu'il y a tellement de soleil que je pensais à faire reflet. Donc je suis à l'intérieur. D'accord. T'es où là en ce moment? Mais je suis à Lanzarote, au club La Santa. D'accord, toujours là-bas quoi. Toujours là-bas depuis le 19 septembre, ouais, j'ai pas bougé. Et là je suis pas prête de bouger. D'accord, ouais, j'imagine. Moi je me suis permis de me mettre dehors, comme à Grenoble on a un terrain de tennis sur la base, je me suis dit voilà, je vais essayer d'un peu contextualiser sur la pratique. Donc on n'a pas eu beaucoup de questions depuis 2 jours, je t'avoue. Okay. Donc il y en a juste une de Joss. Ouais. Donc moi je me suis permis d'en faire une petite quinzaine. Et puis s'il y a éventuellement des internautes en live qui veulent bien poser des questions, ben, n'hésitez pas. Hein. Je vois qu'il y a un connect de badminton qui est là, je vois qu'il y a 2 autres personnes aussi. Yes. S'il y a des questions qui viennent agrémenter, voilà. L'idée c'est d'avoir un échange et de parler de toi, puis d'Arnaud par rapport à votre pratique du racquetball, quoi, tout simplement. D'accord. Donc première question, Margot, quel âge as-tu, d'où viens-tu et où passes-tu le confinement du coup, même si tu viens de répondre. Moi Margot, j'ai 27 ans, bientôt 28 dans quelques mois. Je viens de Cognac. Alors Cognac, ça se trouve où? Ça se trouve pas très loin de Bordeaux, dans le nord de Bordeaux, en Charente. Je pense que tu connais bien, toi. Ouais. Pas loin de chez toi, Saint-Jean-d'Angély. Et les Charentais en force. Et sinon, où je passe le confinement, je passe le confinement dans un super endroit, à Lanzarote, donc dans une des îles Canaries. Et là où j'ai pu faire mon premier tournoi de racquetball en mars dernier, donc au club de La Santa, donc à Lanzarote. Et voilà où je passe mon confinement. Donc c'est pas trop dur parce qu'il fait quand même très beau tous les jours. Mais on n'a pas le droit de sortir, donc c'est pas facile non plus. Ouais, c'est un peu drastique là-bas les conditions, j'imagine, pour sortir, pratiquer ou. Et en fait, oui, vu qu'on dépend de l'Espagne et vu que la situation en Espagne est très très mauvaise à cause donc du Covid-19, toutes les lois s'appliquent également à toutes les îles, donc les îles Canaries. Et donc on ne peut rien faire, on ne peut pas sortir de nos chambres. On peut sortir de nos chambres mais uniquement pour aller faire quelques courses alimentaires. Et donc le premier petit supermarché qu'on a à proximité, il se trouve à 25 minutes de marche. Donc c'est vraiment le seul cas où on peut sortir de chez nous. Et voilà. Et puis on est bien flippés parce qu'il y a vraiment des flics partout, donc ils nous demandent des renseignements sur notre identité premièrement, et puis aussi pourquoi on sort. Donc il faut avoir un certificat comme quoi on peut sortir, enfin un peu comme en France en fait. Mais sauf que là les amendes ici en Espagne sont beaucoup plus élevées qu'en France. Ici si on sort pour aucune raison, on peut avoir des amendes de plus de 1 000 €, de 1 000 à 6 000 €. Donc ça calme tout de suite. Ça calme tout de suite. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage parce que si vous connaissez un petit peu le club La Santa, on a donc on a des superbes infrastructures pour jouer à tous les sports, y compris les sports de raquette, badminton, tennis de table et squash. Et malheureusement, on peut pas s'en servir. Alors qu'on n'est plus beaucoup dans le club parce que bien entendu, il n'y a plus aucun client. Donc il reste plus que quelques membres du staff. Mais le patron, bien évidemment, doit suivre les ordres qui ont été donnés par le gouvernement espagnol. Donc, on n'a absolument pas le droit de sortir de chez soi. Voilà. Je vois, je comprends. Oui. Du coup, forcément, période compliquée. Est-ce que tu as mis en place des choses pour garder un minimum la forme, quoi? Oui, alors c'est pas évident parce qu'on habite dans des petits appartements quand même, mais j'ai mis en place deux, trois petites routines matinales pour faire 2-3 petits exercices, surtout de renforcement musculaire sur le balcon, parce qu'on a un petit balcon. Voilà, donc très basique, hein, parce qu'on n'a pas de poids, donc on fait tout avec le poids du corps. C'est basique, mais bon, ça suffit, entre guillemets.
pour entretenir cette forme, quoi. D'accord. Est-ce que tu t'adonnes à d'autres activités du coup en dehors de ça? J'imagine que tu fais pas du renfort musculaire H24. Est-ce que tu as des passions? Tiens, il y a un petit coucou d'Amandine et d'Arnaud qui est là forcément. Est-ce que tu as d'autres des hobbies en ce moment que tu peux t'attacher à faire comme on a du temps? Ouais, mais en fait, j'ai repris le piano après 20 ans d'arrêt, donc c'était assez extraordinaire. Et je pense qu'il y en a d'autres qui jouent aussi du piano. Ils sont ici en train de parler en direct. Et donc c'est super sympa parce que je faisais du piano quand j'étais toute petite. Donc là, j'ai appris les bases, j'essaie de relire une partition, c'est pas forcément facile. Et voilà, je lis aussi pas mal, je me repose. Je regarde Netflix comme tout le monde. Je cuisine beaucoup. Je fais beaucoup de gâteaux d'ailleurs. Donc, si vous avez l'occasion de prendre un petit billet d'avion, si Monsieur Macron voulait rentrer à Lanzarote, et je vous ferai un petit gâteau du fondant au chocolat. Voilà. Pas grand chose. Piano, lecture, film. Voilà. Okay. Modo. Piano, lecture, film et gâteau alors. Ouais, voilà. On va recentrer un peu la conversation, donc l'échange sur le racquethlon. Avec une première question, c'est quand tu as exactement démarré le racquethlon et quel a été ton parcours sportif pour y accéder notamment? Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports avant, j'imagine? Voilà, dis-nous un petit peu comment t'en es arrivé là. Alors, comment j'ai connu le racquethlon? Alors, j'ai connu le racquethlon en 2016. C'était mon premier tournoi à Montreuil, le premier tournoi à Montreuil en avril 2016 ou mars, je sais plus, mars ou avril 2016. Ouais. Et je l'ai connu grâce à mon capitaine de badminton à l'époque, qui s'appelait Sébastien Vildary, que tu connais très bien aussi. Quand je faisais mon stage de fin d'études du coup à Poitiers, j'avais repris le badminton. Et ce charmant Sébastien m'avait parlé du racquethlon par rapport à toi, Mandrin, justement, parce qu'il me disait toi qui fais du badminton, du tennis, t'as déjà un peu joué au squash, ça doit être un sport qui est fait pour toi, il faudrait que t'essayes, etc. Et donc il m'avait mis en relation avec toi d'ailleurs. Et je me souviens, tu m'avais branché sur plein de vidéos YouTube, Kubanova, comment ça s'appelait, Zéoli, etc. J'étais oh là, c'est quoi? Donc de l'époque, ouais, exact. Ouais, exactement. Et en fait, ça m'avait vachement plu dès le début. Donc les vidéos que tu m'avais envoyées, je me suis dit pourquoi pas. Tu m'avais proposé de monter sur Paris pour essayer. Et donc j'ai tenté le coup, je suis venue et j'étais plutôt contente de mon premier tournoi puisque dans mes brefs souvenirs, j'avais gagné le tournoi du coup chez les femmes et sans avoir ressorti ma raquette de tennis qui est mon sport numéro 1. Donc j'étais plutôt contente, ça m'avait donné des petites ailes. Forcément. Ouais, et du coup, je sais que suite à ça, tu m'avais même proposé d'aller faire un tournoi à l'international. Alors là, je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me dit? Et c'était pour partir au King of Rackets fin mai. Et en Belgique. Et donc, je m'étais prise au jeu et on était partis tous ensemble en Belgique. Et j'avais joué en simple B. Et tu avais même joué avec Cédric, je crois, en mixte. Et j'avais joué en mixte avec Cédric, exactement. Ouais. Donc en mixte, on s'était pas très très bien débrouillé, mais c'était compliqué, on avait joué en A. Donc on a vu. Mais Cédric, c'était le numéro 1 français à l'époque, Cédric Junillon, qui a arrêté le simple depuis. Mais ouais. Et moi, je me souviens de ce tournoi parce que j'avais joué en simple B, donc premier tournoi international, et j'avais donc gagné tous les matchs. Et j'arrive en demi-finale contre une jeune fille qui faisait quasiment 2 mètres de haut. Je me suis dit, c'est qui ça? Zuzana Severinova. D'accord. Et en fait, c'est en demi-finale, mais je l'ai battue. Donc c'était chaud parce qu'au tennis, c'est son sport numéro 1 aussi, donc c'était un beau match. Il y a un peu le même profil. Ouais, exactement, ouais. Et donc, du coup, je l'ai battue quand même, à peu de choses, mais je l'ai battue. Et derrière, j'ai gagné la finale contre Anita Bockel, une Allemande. Donc, c'était mon premier tournoi à l'international que j'avais gagné, donc j'étais aussi super contente. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a bien plu, forcément. Forcément, quand on arrive bien à faire un sport et qu'on réussit, on continue. Et vu que j'avais joué qu'en B, je me suis dit, allez, la prochaine étape, c'est de jouer en A. Ouais, t'as été performante très rapidement, quoi. Surtout que Severina, pour l'anecdote, je crois elle doit être numéro 2 mondial ou 3 mondial en ce moment. Ouais, numéro 2. Elle a dû gagner chez les juniors aussi.
championne du monde moins de 21 ans ou quelque chose comme ça. Donc, ouais. Ça a été une belle cliente. Et pour la petite anecdote, à cette époque-là, je l'avais gagnée au badminton 21-4, donc c'était énorme. Et là, maintenant, la dernière fois qu'on s'est joué, elle m'a battu 21-18, 21-19, des trucs comme ça, où de temps en temps je la bats, mais c'est toujours très serré. Donc, elle a vraiment beaucoup progressé, elle s'est beaucoup entraînée avec Morten. Donc, quand j'ai revu ce score, c'est vrai que, waouh! C'est vrai qu'en 4 ans, on peut voir la progression de joueurs dans la régression. Entendu. Justement, concernant ce moment, j'imagine que ça en fait partie. Quels ont été tes meilleurs moments de ta carrière sportive par rapport au sportif par sport, comme tu veux. Moi, j'en ai plusieurs multiples. Bon, quand j'étais petite, donc j'ai fait beaucoup de tennis. Ça a été mon premier sport, le tennis. Donc j'en ai fait de 5 ans à 13 ans. Et donc j'ai été plusieurs fois championne départementale, régionale. Et en fait, l'un des moments forts, ça a été quand je suis revenue, j'ai fait mon comeback 10 ans plus tard. J'ai arrêté le tennis à 13 ans. Et derrière, j'ai joué au badminton. Et j'ai arrêté le tennis donc à 13 ans et j'ai repris à 23 ans. Quand j'ai repris le tennis à 23 ans, je me suis mise en tête que je voulais passer mon DE de tennis à Poitiers, au CREPS de Poitiers. Et donc, du coup, il fallait absolument, dans les critères de sélection, il fallait un classement seconde série, que je n'avais plus. Donc, je me suis remise à fond, donc j'ai fait plein de compètes, et donc j'ai participé au championnat départemental, etc. Et du coup, je me suis qualifiée, donc j'étais championne régionale, donc senior en 2014, quelque chose comme ça, je sais plus. Et donc derrière, je suis allée aux France. Donc j'ai roulé jusqu'à Mulhouse, donc Cognac-Mulhouse, ça fait une sacrée trotte. Et sur la route, je me sentais tellement patatrac, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'avais le trac en fait, parce que c'était la première fois que je partais loin comme ça pour une compétition de tennis. Et en fait, pas du tout. C'est que j'avais la gastro. Donc j'ai passé mon premier tour des championnats de France senior à Mulhouse pendant la canicule. A été super mal, quoi. Donc j'ai perdu en 3-7, je me souviens. Donc j'étais super déçue parce que j'avais fait toute cette route pour pas grand chose finalement, parce que c'était un peu perdu d'avance de gagner un championnat de France en ayant la gastro. Et derrière, la fille contre qui j'ai perdu, elle a été en finale et elle a perdu la finale. D'accord. Voilà. Donc t'aurais pu éventuellement rejoindre le dernier carré dans de meilleures conditions. C'est ça. Voilà. Donc ça c'est tennis, t'en as pas d'autres en raquethlon ou peut-être plus bad du coup, comme t'as dit que t'avais fait du bad? Au bad, j'en ai fait pas mal, oui, en Charente, donc à Sainte aussi, et j'ai eu pas mal de bonnes expériences, notamment quand j'étais jeune, donc moins de 18, en cadet. Mais j'ai pas de grands souvenirs. J'avais participé aussi à l'UNES. Non, pas l'UNES, comment on appelle ça déjà? Le badminton au collège. L'UNSS. J'avais fini deuxième, quelque chose comme ça au collège. Mais bon, le badminton, ça m'a pas trop marqué. Par contre, au raquethlon, je sais que quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est quand on était partis aux mondiaux à Copenhague tous ensemble. C'était mes premiers mondiaux. Et j'avais pas joué en équipe 1 parce que j'ai commencé le raquethlon. Et il y avait une femme qui était là avant moi au raquethlon, qui s'appelle Laurence Andréoletti, qui est dans le sud-est à Nice et qui jouait très très bien, qui était très bonne badiste et très bonne joueuse de tennis également. Et donc elle était dans l'équipe 1. Mais bon, ça n'a rien fait. On a été en équipe 2 avec Joss, JB, etc. C'était une superbe expérience. On a rencontré plein de nouvelles personnes et j'ai vraiment adoré. Même si je crois qu'on n'a pas fait un très bon score, je crois qu'on n'a pas fait un très bon résultat. Je pense qu'on a fini dans la deuxième moitié, je crois. Je sais plus, mais on n'avait pas super bien joué non plus. On avait mal négocié une rencontre. Mais bon, au final, j'en ai eu un très très bon souvenir. Ouais, ça reste la première fois que tu portais un peu un maillot de sélection nationale, on va dire. Que tu représentais au moins vraiment ton pays à l'étranger. Ouais, voilà. D'une certaine manière, exactement. Très bien. Peux-tu nous donner une estimation à peu près au niveau de ton profil en termes de palmarès, classement ou performance pour les internautes? Tiens, je vois qu'il y a Joss qui intervient. Ouais, il est là. Joss disait que l'équipe c'était Loïc, Fabien, Rémi, lui et toi du coup à l'époque. Ouais.
Ouais. Pour les mondiaux, tu veux dire? Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Donc ta question c'était mon pour les internautes, pour qu'ils se rendent compte un petit peu du niveau de jeu, parce que je rappelle, t'es quand même numéro 1 française de notre discipline, et les gens peut-être qui se rendent pas vraiment compte du niveau que ça représenterait pour les filles. Donc est-ce que tu pourrais nous dire à peu près ton profil, si tu pouvais le cerner dans les quatre activités, et à quoi ça t'emmène du coup au niveau mondial, quoi. Je réponds à ma... oui, alors au niveau de mes classements, donc comme j'ai dit, mon sport numéro 1 c'est le tennis. Donc j'ai été au mieux classé 15. Okay. Voilà, seconde série. Ensuite, au niveau badminton, j'étais au mieux R4. Donc dans les anciens classements, je ne sais même plus si on compte comme ça, si on dit comme ça maintenant. Classement badminton. Ouais. R4. Et ensuite, donc, tennis de table, j'ai jamais joué en club, mais je m'évaluerai à un niveau 17, pas plus. Et ensuite, niveau squash, j'ai un peu joué et je vaux 2D, 3A. Voilà. Ça marche. Du coup, sur à peu près. Pardon ? Du coup, au racquethlon, au niveau mondial, ça t'amène à combien en ce moment, du coup ? En ce moment, là, je suis classée numéro 8 mondial au racquethlon. Voilà. Tout dernier classement. Super. Ouais. Bon profil. Ouais. Quel tournoi avant le confinement t'avais prévu de faire ? Et quel futur tournoi t'envisages de faire également quand tout sera rentré dans l'ordre ? Donc du coup, avant le confinement, j'avais prévu d'aller à Prague pour les mondiaux. Donc j'ai été inscrite en double mixte A avec Lucas Pettinen, qui est finlandais. On avait déjà joué ensemble. Les championnats du monde de double. Ouais. Le double et demi. Ouais. Et du coup, je vais jouer donc avec Lucas, qui est dans le top 10 mondial. Et je crois qu'il est U21, toujours. Ouais. Il est quoi ? Il est au moins l'an dernier, il était dans les 21 ans encore. Cette année, je sais pas, mais... Ouais. Mais bon, bref, ça pour dire qu'on avait joué une fois ensemble, ça s'est très bien passé. Bon profil. Et on avait perdu en finale contre Morten et Susanna, du coup, à Riga, et en double dame élite, je devais jouer avec Silke Altman, une Allemande. Voilà, qui est aussi qui a un très très bon profil pour moi, notamment parce qu'elle est très bonne en squash et au ping, donc elle me complète bien. Mais bon, bah voilà, malheureusement, à cause du virus, de la pandémie, le championnat du monde a été annulé. Donc, les tableaux étaient sortis ou pas ? Non, je crois pas qu'ils ont sorti les tableaux. Hein. Non, les tableaux n'étaient pas sortis, non. Donc on n'aurait même pas pu entrevoir un petit peu ce qu'on aurait pu faire dessus. Donc voilà, et puis après l'autre tournoi que je devais faire, c'était le King of Rackets, donc fin mai en Belgique. Un incontournable du circuit du racquethlon. Donc bien évidemment tous les ans on essaie de se donner rendez-vous pour ce tournoi, qui est génial. Mais malheureusement pareil, il y a une semaine ou deux, le président de la fédération internationale, donc Duncan, a fait un article disant que le King allait être aussi suspendu, enfin arrêté, parce que il savait pas si la pandémie allait continuer, etc. Et c'est surtout que pour un tournoi d'envergure comme celui du King, ils ont besoin de se préparer. Ils ont besoin de plus de 2 mois peut-être pour s'organiser, donc ils ont annulé quoi. Voilà, donc c'était les 2 seuls tournois auxquels je m'étais inscrite. Et j'avais prévu éventuellement de faire le Swiss Open le 24-25 juin. Fin juin, ouais. Mais bon, je suis un petit peu sceptique sur le fait qu'il va avoir lieu. Je pense qu'il va être annulé également. On verra bien. Et puis comme ça, je pourrais fêter dignement mon anniversaire vu que c'est le 25 juin à la maison, en France. Voilà. Donc, et puis bien évidemment, la grosse échéance, c'était fin août à Rotterdam pour les championnats du monde en simple. Et là, ça va être la grande question. Je pense que là, ils sont déjà tous en train de se poser la question.
dans le conseil de la Je fédération. crois qu'ils prennent la décision fin mai, début juin pour savoir si ces championnats du monde sont maintenus ou pas. Ouais. Sachant que ça va pas dépendre uniquement de l'organe de la FIR qui organise, ça va être aussi de la nation qui accueille et les Pays-Bas, je crois que il y a de fortes chances qu'ils mettent leur veto sur le rassemblement de plusieurs joueurs étrangers dans une même ville comme ça, quoi. Donc, Ouais, donc à voir. À voir. Parce qu'on peut pas faire de pronostic, on peut pas trop s'éteindre sur la question parce on ne sait absolument rien. Ouais. Question suivante, Margot. Quel est ton top 3 de tes compétitions favorites? Ça peut être dans n'importe quel sport, ça peut être racquetball, ça peut être bad, voilà, ça peut être... Bon, je vais rester sur le sujet du coup, vu qu'on est parti sur le racquetball à la base. Donc, top 3 des tournois de racquetball. Le premier, bien entendu, ça va être le Santa, là où je suis. Ça a vraiment été ma petite pépite sur l'année 2019 quand je suis venue ici l'an dernier. J'ai vraiment adoré. Je suis tombée amoureuse de ça. Et dès que je suis rentrée en France, donc la semaine qui a suivi, j'ai postulé pour avoir un job ici. Et donc numéro 1, je dirais le Club La Santa à Lanzarote. Numéro 2, bien entendu, le King of Rackets à Oudenaarde en Belgique. Okay. Le numéro 3, c'est la nouvelle pépite que j'ai trouvée l'an dernier, en juillet, à Riga. On était à Riga. J'ai adoré l'organisation. Les infrastructures aussi sont parfaites, c'est neuf. La ville, très grande, la capitale, pas très grande, mais on peut bien s'amuser. On a demandé à Joss, Lolo, Jean. Il y a beaucoup de casinos aussi, donc pour les adeptes de casinos, vous pouvez y aller. Donc voilà, la top 3, je dirais Lanzarote, Belgique et Riga, donc la Lettonie. D'accord. Entendu. Question un peu plus sérieuse. Comment on s'entraîne au racquetball? Est-ce que toi, tu as une méthode d'entraînement en particulier? Santé les gars. Non, alors là, c'est vraiment poser une grosse colle là. M'entraîner. Moi, j'adore jouer pour jouer. Donc, je sais pas trop ce que c'est qu'un entraînement, pour être très honnête. T'es quand même DE en tennis, on tient à rappeler. En tennis, tu connais quand même un peu. J'aime bien entraîner les gens, mais moi, m'entraîner, c'est pas trop mon dada. Donc, du coup, en fait, je joue pas mal au tennis. Enfin, maintenant que je suis à Lanzarote, honnêtement, je ne joue plus beaucoup parce que d'une part, il y a beaucoup de vent et aussi, il faut trouver quelqu'un de son niveau. Donc, j'ai quelques collègues qui savent bien jouer ou très bien jouer, mais c'est compliqué par rapport à nos emplois du temps d'avoir un créneau libre, etc. Et en général, quand j'étais en France, je jouais à minima 3 fois par semaine au tennis, 1h30, je tapais avec un copain qui avait mon niveau et voilà. Mais c'était pas un entraînement. On faisait des gammes, 2-3 points à la fin, voilà. Mais c'était pas un entraînement. Voilà. Un point fou, quoi. Et ensuite, badminton, j'ai toujours pris plaisir à jouer au badminton. Donc avant, j'étais plutôt une joueuse de simple. Et maintenant, je suis un peu plus dégueulasse, etc. Je fais le double. Donc, du coup, je joue beaucoup plus, je fais beaucoup plus de double en badminton. Donc, je fais aussi quelques entraînements doubles, on va dire. Et puis ensuite, tennis de table. Je suis désolée pour les pongistes, mais pour moi, ça reste un autre sport. Donc, on travaille beaucoup sur les quadriceps, etc. Mais certainement parce que je suis très feignante que je ne le fais pas. Et pour moi, c'est un sport ludique. C'est pas un sport où on va suer comme au badminton, au tennis. Voilà. Et le squash, c'est la nouvelle pépite. Avant, j'aimais pas. Certainement, je ne savais absolument pas jouer. Et maintenant que je comprends un petit peu mieux la tactique du jeu, etc., et bien, j'aime beaucoup. Donc, c'est sympa le squash. On court partout comme un petit lapin dans la cage et ça me plaît pas mal. Voilà. Mais je m'entraîne pas plus pour autant. Mais de temps en temps, je vais taper la balle toute seule. Je fais des petites parallèles, des petites gammes et des solos. Ok. voilà. Très bien. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as un sport en particulier que tu préfères et dans lequel tu penses avoir encore une marge de progression?
Très bonne question. Alors, je dirais que le sport maintenant que je préfère, c'est le squash. Je trouve ça vraiment divertissant. Mais le problème, c'est que je sais pas, je pense que j'ai encore une marge de progression assez énorme dans le cas où j'améliorerais mon physique, je pense. Je pense que c'est une question de physique déjà. Donc pour ça, il faut le vouloir. Il faudrait vraiment que je me mette un petit coup dans le derrière quoi, pour me pousser. Et après, le deuxième sport, ce serait bien entendu le tennis de table. Puisque je pense que là, j'ai une très très grosse marge de progression. Parce que le ping-pong, donc ça joue beaucoup donc sur les jambes, il faut être bien accroupi, et aussi au niveau donc de sa dextérité, enfin de son poignet, c'est la souplesse de son poignet. Et je pense que j'ai une très grande souplesse de poignet, je suis pas trop mal, j'ai une bonne main. Donc je pense que je vais d'avoir un petit picot pour défendre. Mais encore une fois, ça demande un peu de courage et il faut se lancer dans des nouvelles aventures. Donc pourquoi pas. Ce serait un challenge à relever. On va mettre 2 plaques normales, on va marquer de table et essayer un petit speed revers. Mais donc je pense que la marge de progression est plutôt sur le tennis de table, pardon. Mais par contre, le sport que je préfère des 4 maintenant, on va dire, c'est le squash. Entendu. Squash et ping. Question un peu plus de l'ordre sur le développement du racquethlon dans le monde et en France. Qu'est-ce que tu en penses de comment le racquethlon évolue, que ce soit en termes de communication, de tournois, de ce qu'il y a pour les jeunes par exemple. Enfin, voilà, c'est des thèmes que je t'expose, mais si t'as d'autres idées, voilà, d'ordre général, qu'est-ce que tu penses du racquethlon en ce moment en France et à l'étranger? Alors, ce que j'en pense, je pense que donc j'ai commencé le racquethlon il y a 4 ans maintenant, et je trouve donc sur le circuit national, donc en France, je trouve à chaque fois qu'il y a des nouveaux participants, donc ça montre que bien entendu on arrive quand même à bien communiquer sur ce sport, donc notamment grâce à toi, grâce à Joss, grâce à Simon, donc les organisateurs de tournois, le fait qu'on fasse beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, etc., qu'on ait notre page, qu'on ait un site web, que l'échéancier, on va dire l'organigramme de l'association soit bien défini avec chaque rôle, etc. Donc en France, je suis quasiment sûre qu'on a ramené pas sur tous les tournois, mais la plupart d'entre eux, on a des nouvelles têtes maintenant. Donc c'est en bonne voie. Par contre, sur le circuit international, mais ça brèche un peu. J'ai l'impression de voir toujours les mêmes têtes, donc c'est pas que ça me va pas. Au contraire, je suis très contente d'aller sur le circuit international, de revoir mes potes autrichiens, belges, machin et tout. Mais il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se décide à aller à l'international. Et je pense qu'il y en a plein, je pense, qui se disent il faut avoir un niveau type Roger Federer, je sais pas quoi, enfin bref, top 10 mondial dans chaque sport pour pouvoir accéder à ce genre de discipline à l'international. Donc voilà, au niveau communicatif, je pense qu'on n'est pas trop mal, et même depuis que Duncan est président, depuis 1 an quasiment, peut-être 6 mois, 1 an, plus exactement, il a quand même mis en place pas mal de choses au niveau de la communication et du management du racquetball international. Il a même employé, donc par exemple Sam Barker, qui lui va faire des articles sur le racquetball, il va interviewer les athlètes, etc. Ils mettent pas mal de photos des tournois, ils font des petits lives, voilà, ils essaient d'en parler. Donc avec les hashtags, etc. On sent que ça tourne quand même. Mais le problème étant qu'une fois que le tournoi arrive, eh bien, on voit toujours la même personne. Donc finalement, voilà, il faudrait réussir à pousser nos amis d'essayer quoi. Donc moi, je sais que pour le tournoi que je devais faire donc en Belgique, le King of Rackets, je devais faire le tournoi en mixte avec un ami d'enfance qui a joué un petit peu au tennis, au badminton, qui vient de Cognac également, et on devait le faire ensemble. Et donc voilà, je pense que c'est par le biais de personnes comme nous qui voulons faire avancer les choses, etc. On amène nos copains au tournoi, ils voient les choses, on essaie de les rassurer en leur disant qu'il y a plusieurs catégories. On n'a pas besoin de jouer en catégorie A, on peut jouer en catégorie D si on veut ou peu importe. Mais voilà, il faut essayer de faire. Voilà ce que j'en pense. Le sport reste amateur et il permet de regrouper
des gens de tout niveau de jeu, de tout horizon et à tout âge aussi, parce que les catégories âge jeunes et vétérantes aussi, parce que je crois qu'il y a des catégories qui vont jusqu'à plus de 65 ans. Elles sont proposables sur tous les tournois en général. Ouais, tout à fait. Alors après, moi c'est un petit avis personnel aussi. Il y a quand même de nouvelles nations qui essayent de le développer. Je pense à des nations émergentes comme Hong Kong ou en Inde par exemple, où ils ont créé quand même leur premier tournoi cette année. Enfin pas à Hong Kong mais en Inde. Donc, de ce côté-là, il y a quand même une dimension vraiment internationale. Enfin je trouve que il y a quand même un développement assez niveau-là. C'est vrai que maintenant tu dis... C'est vrai que ça reste la même personne qui se déplace. C'est les mêmes Européens qui se déplacent souvent sur ces tournois-là. Ouais. Non, c'est vrai, il y a quand même quelques apparitions. Quand je vois par exemple à Leipzig, quand on a été il y a eu l'Inde, il y a une belle délégation indienne. Là, il y a encore un Français qui n'était pas là. Il y avait qu'un ou deux Indiens qui étaient de temps en temps ponctuellement sur les tournois, mais là, ils sont venus à plusieurs et donc c'était plutôt cool. Et donc, ça commence quand même un petit peu à s'étendre sur d'autres continents, etc. Mais dans la globalité, ce que je voulais dire, c'est quand on va faire les tournois actuels, on est quand même toujours sur la même gratinade, quoi. Ouais. Je comprends. Question suivante, un sujet qui fait un petit peu débat lorsqu'on discute pendant les tournois ou lors des après-tournois notamment, sur l'ordre des sports, ou notamment avec le tennis qui est toujours en dernier. Alors je sais que les tennisman sont souvent un peu lésés par cet ordre-là. Toi qui viens du tennis, donc qui est ta première spé, qu'est-ce que tu en penses de l'ordre des 4 sports notamment? Comme tu dis, oui, ça a été un grand débat pendant plusieurs années. Ce que je pense, c'est que d'un côté, l'ordre qui est actuellement, donc commencer par le tennis de table, puis badminton, plus squash, puis tennis, a un sens. Dans le sens où on part de la plus petite raquette à la plus grande, dans un souci déjà de poids de raquette, donc de maniabilité, etc. Si on commençait par un objet, donc par la raquette de tennis qui est quand même plus lourde que la raquette de ping-pong, on pourrait être amené à se blesser beaucoup plus rapidement, par exemple. En termes de j'en ai pas très bien échauffé, etc. De partir dans ce sens-là. Mais c'est sûr que moi, étant tenniswoman à la base, les premiers tournois que j'ai faits, ou quand j'ai commencé à perdre, j'étais super déçue de ne pas pouvoir arriver à mon sport, alors que je savais que j'allais peut-être pouvoir faire la différence avec mon sport. Et quand on est derrière, en arrivant au tennis, on a moins de 15 points en arrivant au tennis. Mais là, on a la pression. Et quel est le sport des 4, quel est parmi les 4 sports où on peut faire le plus facilement des fautes? Eh bien, moi, je vais vous le dire directement, c'est le tennis. Parce qu'on peut plus facilement faire une double faute si on est un peu stressé. Le tennis, c'est quoi? La clé du tennis, c'est le relâchement. Dans les autres sports aussi, j'en suis sûre. Mais au tennis, c'est flagrant. Si on n'est pas relâché, alors on fait que de la... Donc, et je pense que tu le sais, parce que j'ai fait un peu des matchs et que j'avais tellement les boules. Et donc, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est réfléchi, ce sens-là. Parce que aussi, en termes de temps, les organisateurs de prendre la question, c'est pas évident parce que j'ai fait partie de ces personnes-là qui ont organisé les tournois. Et le sport où on s'échauffe le plus, ça va être le tennis. Et donc, c'est pour ça. Donc, si on prend du temps dès le début à s'échauffer au tennis, etc., on fait perdre du temps sur tous les chantiers et après, ça devient un fiasco pas possible. Donc, ils n'ont jamais fait cette méthode-là parce que je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans les années à venir ou dans les semaines à venir, je ne sais pas, ils vont repenser, mais je ne pense pas. Donc, voilà. Au début, j'étais un petit peu frustrée du fait que le tennis soit à la fin, honnêtement. Maintenant, j'ai raison et je comprends tout à fait pourquoi. Mais je ne pense pas que ça changera. Je pense pas que ça changera. Et je pense que c'est compréhensible. Voilà. Parce que t'en penses toi t'es badiste à la base. Donc toi, tu t'en fous un peu du tennis. Moi, ça m'arrange qu'il soit à la fin. Après, oui, voilà. Non. Donc non, le tennis, bon, voilà. Avant,
j'étais pas trop contente du fait qu'il soit à la fin, mais bon, maintenant, ça m'est un petit peu égal, on va dire, entre guillemets. Entre guillemets. Faut juste que je sois meilleure au ping-pong et au squash, quoi, c'est tout. Normal. Question suivante, quelle joueuse ou joueur pro, ITTF, WWF, PSA ou ATP, serait selon toi un bon potentiel pour le racquethlon? Alors, dans mes connaissances, personnes fameuses dans le milieu sportif, à part Serena et Venus Williams, autant dire que... et je les vois pas ni l'une ni l'autre jouer au racquethlon. Non, sans rire. La personne que je verrai éventuellement ce soir et racquethlon, c'est Camille Serme. Alors pourquoi? Je pars du principe que quand tu es très bon ou bonne au squash, qui est donc ta troisième discipline du racquethlon, c'est un énorme avantage pour toi. Deuxio, pas mal de déplacements donc au squash sont semblables au badminton. Et je pense que, vu son caractère et son assiduité, je pense qu'elle pourrait être très bonne au badminton assez rapidement. Donc ça ferait deux grosses paix, en gros, au milieu donc, du racquetball, donc au milieu du sport, donc balle et squash, qui pourraient détruire tout le monde. Après, pour le tennis, j'en sais rien, mais je pense que donc sur ces deux-là, je pense que je me trompe pas trop là-dessus. Et en plus, je pense que ce serait typiquement le genre qui tenterait des nouvelles choses, donc un nouveau challenge, partir sur un nouveau sport, polyvalence. Je pense que c'est quelque chose qui lui ferait pas peur. Donc, mon meilleur choix. Camille faisait du mini-tennis quand elle a démarré avant le squash, en jeune. Elle faisait du mini-tennis avec sa camarade Colline Omar, qui est numéro 2 ou 3 française actuellement, je crois. Donc elle a déjà un passif, au moins avec une raquette de tennis en main aussi. Donc ouais, effectivement, Camille, ça peut être un bon choix. Ouais. Et les garçons? Alors chez les garçons, mais je sais pas, on a eu des petites célébrités à nos tournois, Lucas Corvée, etc., Hugo Clairbout. Je me mets là. Donc à eux, très bon badisme. Après, niveau squash, pareil, je sais pas ce qu'ils valent. Mais bon, pareil, c'est quand même des sports qui sont similaires, je peux pas dire ça, mais sur les déplacements qui sont similaires. Et ça reste, il faut être très vif sur les appuis. Et bon, après, il faut avoir une bonne vision du jeu aussi. Mais bon, à partir du moment où on a eu un haut niveau dans un sport, après, on peut l'adapter sur un autre. Donc voilà, je pourrais dire un de nos petites stars qui venait à Montreuil de temps en temps nous saluer. Momo, il dit Benoît Paire. Non, mais attends, lui, tu le dégages de notre de con, là. Tu vas nous faire chier. Doucement, Margot. Respecte les joueurs pros de tennis. Ouais. Dans quel pays souhaiterais-tu jouer un tournoi un jour? Un pays où il n'y a pas encore de tournoi de racquetball organisé. Bonne question, ça. Eh ben, j'aimerais bien essayer en Égypte. Avec une petite 40 points là, pour voir des bons joueurs de squash. Mais vrai. Ouais. Ah, bonne idée, ouais. Sur le bord du Nil, là, ça pourrait être sympa. Non, mais Momo, le Maroc, c'est connu. Sur un dromadaire. Allez, encore trois questions. Incorporer un nouveau sport de raquette à l'avenir au racquethlon. Je pense au paddle en double, par exemple. Pour toi, est-ce que ça a une occasion d'exister ou pas? Bon, je joue également au paddle, j'adore cette discipline. C'est pour ça que je te pose des questions aussi, forcément. Mais l'avoir faire partie du racquethlon, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que déjà 4 sports en un, je trouve ça déjà pas mal. Ça prend du temps. Si on fait un gros match serré, ça peut durer 1h30, 2 heures, voire même plus. Mais on va dire en moyenne, voilà, 1h30. Donc, si on incorpore en plus ce paddle, ça va durer plus longtemps pour accueillir moins de joueurs, exactement comme le disait Joss juste avant. Si on commençait par le tennis au lieu du tennis de table. Et puis voilà, le paddle, c'est un sport à part entière qui a émergé donc il y a quelques années en France, qui est connu depuis des années, donc notamment en Argentine, enfin en Amérique latine. En Espagne? Ouais, mais c'est arrivé après en Espagne.
Mais voilà, non, je pense que ça ferait trop. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée, une idée judicieuse de mettre le paddle dans le racquetball. Non. Même si j'adore le paddle, mais bon, laissons chaque chose dans son coin. Entendu. Avant-dernière question. Le racquethlon aux Jeux Olympiques un jour, espoir ou utopie selon toi? Un grand espoir qui se transforme en utopie, surtout avec le confinement. Ok. Non, honnêtement, même moi j'en ai parlé à mes potes et tout ça, et je disais punaise, peut-être que dans quelques années, si on se démerde pas trop mal, et bien on pourrait avoir le racquethlon présenté au JO, etc. Mais bon, avant ça, il faudrait peut-être que le squash soit au JO. Il y a déjà des disciplines qui font partie du racquethlon même qui sont même pas au JO. Donc, mais honnêtement, je garde tout espoir et j'espère que dans une dizaine d'années, à minima, on pourra avoir un Tu te projettes sur 10 ans. Ok. Ouais. Mais bon, moi, je serais peut-être plus là, j'aurais déjà les genoux, les ménisques bousillés, j'aurais plus de poignets. Justement, tu te vois où dans 5 ans au niveau du racquethlon? Dans 5 ans, dans le centième, un truc comme ça. Non, dans 5 ans, j'aurais quel âge 32, âme que quel âge? Il y a des joueurs qui jouent 50 ans encore. Ouais, je sais, donc je serais peut-être championne vétéran, bien sûr. Elle joue encore très bien. Enfin, quand elle sort encore, elle a été numéro 1 mondiale très très longtemps. Hein. Ouais. Viviane, suédoise là. Viviane, tout à fait. Non, honnêtement, je me suis pas posé la question et c'est une très bonne question. Dans 5 ans, où je me vois à quelqu'un? Est-ce que tu dois au moins encore jouer? Alors, ça, c'est la grande question. Parce que tu m'aurais posé la question il y a quelques mois de ça, je t'aurais dit non. Parce que je voulais arrêter le racquetball. Et finalement, j'ai dit non. Je n'arrête pas le racquetball, je continue. Donc non, je pense que honnêtement, j'adore la communauté du racquetball. Les gens sont cool. Notre petite team française, etc. On fait des bonnes petites soirées, tout ça. Donc je pense que je serai encore parmi vous. Et je pense que j'essaierai de toujours atteindre le top 10 si je peux. Donc voilà, objectif dans 5 ans, être toujours dans le top 10 mondial, si je le peux. Et garder ma place de numéro 1 française. S'il y a des petits jeunes qui arrivent. Ouais. Dernière question bonus, c'est Joss Gadet, qu'on ne présente plus, qui l'a posée en amont. C'était la seule question qu'on a eue en amont. Hein. Ça valait bien la peine de demander aux gens 48 heures à l'avance. Quand la France va-t-elle être championne du monde par équipe? Ouh là, quelle question, Joss. Eh bien, le jour où on aura des futurs recrues que tu es en train de former, des petits jeunes qui ont fait des bons exploits dernièrement, le jour où ils feront partie de l'équipe senior et qui démontreront tout le monde. Non, honnêtement, je sais pas, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, les Français, honnêtement. Parce qu'on est capable de rivaliser avec des grandes nations, comme le Danemark, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre. Quand on a fait donc, le championnat du monde à Leipzig dernièrement en novembre, on n'était pas loin de battre, c'était quoi? C'était le Danemark. Ouais. Et on a joué, parce qu'au final. Plus les Anglais, je crois, au final. Les Anglais, on n'était pas très loin de les battre. Je sais plus. Ça doit être joué à moins de 10, de 10 points, mais je sais plus laquelle. Je crois que c'était les Anglais. Voilà, donc non, franchement, on n'est pas trop mal. Et sachant que nous, notre team, on n'est quand même pas dans les plus vieux. Donc, nous, les athlètes de l'équipe française, on n'est pas dans les plus vieux. Et quand on regarde les nations comme en Angleterre, etc., il y a quand même 2-3 personnes qui sont en moyenne plus âgées que nous, etc., et qui ont en plus de problèmes musculaires et enfin de problèmes de blessures, etc., que nous. Donc, et avec les jeunes qui sont en train de monter là, à Montreuil, les stages, etc., que Joss, Simon, Loïc, enfin les Parisiens organisent, c'est plutôt pas mal. Donc, je pense qu'on a une grande chance dans les années à venir à devenir champion du monde. Parce que je pense qu'en France, on est en pleine croissance. Et je pense que on a de grandes chances. Voilà mon sentiment. Donc, je ne suis pas pessimiste.
Et aussi pour trouver une autre fille pour m'aider un petit peu. Parce que je me fais vieille et je deviens feignante un petit peu. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Donc non, il faut aussi notre fille. Donc les filles, motivez-vous. Motivez-vous, rejoignez-nous, rejoignez la team. Et venez me battre. Ça marche, Margot. Voilà. Moi, j'en ai fini avec ces questions. Je vais faire un petit switch pour voir s'il y en avait d'autres dans le film, mais j'ai pas l'impression. Tac, tac, tac. Si j'arrive à remonter. Comme tu veux, c'est pas le Non, j'arrive pas à remonter plus haut. Moi, je regarde en même temps, donc je te dis que j'ai rien. Cédric. Non, il y avait un peu de monde quand même. Voilà. Il y avait Lucas Clairbout qui était passé nous voir. Ah ouais? Ouais. Bah moi, il y a des gars des personnes de Lanzarote là, qui ont rejoint la vidéo aussi, des collègues. Il y a aussi Souska qui a rejoint la vidéo. Bon, bah c'est chouette. On a eu un pic à 10 personnes. C'est bien. Pour une première, c'est bien. Alors moi, Zénin, ce sera un super jeu de Rocket League. Yes. Margot Angebar, merci pour cet entretien. Eh bien, mon cher Mandrin, avec grand plaisir. Quand tu veux, tu m'appelles. Je suis au soleil et je me fais chier, donc tu peux m'appeler quand tu veux. Je te propose de faire un point tous les dimanches à 15h pour voir comment évoluer tes gâteaux au chocolat et ton niveau en piano. Et bien, en parlant de ça, tu vois, j'ai plein de bananes là. Il faut que je fasse un gâteau aux bananes. Voilà, plein de Parce potassium. qu'elles vont pourrir là, donc il faut que je le fasse. Voilà. Bon, bah écoute, un plaisir. Mandrin, quand tu veux, tu m'appelles. Et puis, bonne continuation au piano. Quand tu auras appris la lettre Alice, tu me la joues? Non, je vais pas la bosser celle-ci. Non. Je vais faire plus soft. Merci en tout cas pour cet entretien et je te dis à bientôt. Et là, on va enchaîner avec Arnaud du coup. Donc, yes. Si tu veux rester avec Arnaud demain, pas de problème. Ça marche. Je vais voir ça un petit peu. Allez, ça marche. Merci beaucoup, Mandrin. Ciao. À bientôt. Ciao, Margot. Salut.